comment les impôts sont levés, comment l'État est endetté, pourquoi l'État est-il aussi endetté, etc. Donc il y a un aspect technique qui est assez compliqué et il faut creuser un peu, même pour les économistes, pour retrouver un peu de la logique dans tout ça. Et puis il y a un autre enjeu qui est un enjeu plus à la fois social, mais aussi, je dirais, peut-être anthropologique. C'est-à-dire que la dette nous apprend à être endettés, à vivre avec un fardeau qui est extrêmement lourd sur nos épaules et dont on ne sait pas comment on va se débarrasser. Donc cette dette nous enlourdit psychologiquement, car la dette publique n'est que le revers aussi de la dette des ménages, de la dette des entreprises. Donc tout le monde est endetté. Et cette dette nous empêche d'avancer, nous empêche de sortir de notre routine, en quelque sorte, et d'imaginer un monde qui serait différent de celui dans lequel nous sommes. Donc, voilà un peu les enjeux de la dette. Donc, l'enjeu de la dette, il faut bien comprendre qu'il est au-delà d'une question simplement économique, une question de dépenses et de recettes. Alors évidemment, s'il y a une dette, c'est parce que les États se sont endettés. Donc la base même de la dette des États et des collectivités locales, de la sécurité sociale, c'est le fait que nous avons des recettes insuffisantes par rapport aux dépenses que nous avons à assumer. Alors vous voyez sur le graphique que j'ai mis ici, vous voyez que la dette de la France, eh bien qu'elle augmente d'une manière continue, et s'il avait pu continuer, on aurait vu une pente encore plus forte, puisqu'après 2008, les États ont pu encore s'endetter pour renflouer le système financier. Alors ça, c'est la dette officielle de la France, c'est-à-dire c'est que nous avons à rembourser d'une manière ou d'une autre. On va voir les méthodes qu'il y a pour rembourser cette dette. On voit qu'elles sont assez complexes, mais il y en a certainement. Et vous voyez en bas le deuxième chiffre, cette ligne... Dans le micro. Pardon ? Dans le micro. Cette ligne bleu-vert, eh bien, vous voyez qu'elle a tendance à diminuer. C'est le poids de la dette sans les intérêts que nous payons aux banques depuis à peu près une quarantaine d'années, presque 40. Vous voyez, en fait, le gros de la dette publique s'explique par la façon dont l'État s'est endetté. Alors comment l'État s'endette? S'il n'a pas assez de recettes, eh bien, pour boucler son budget, il doit faire appel à deux systèmes possibles. Premier système, il peut demander une avance à la Banque de France, si la Banque de France existe, bien sûr, la Banque centrale, celle qui crée la monnaie, et donc cette Banque centrale peut créer cette monnaie pour couvrir les dettes de l'État. On peut émettre aussi des bons du Trésor, et puis ces bons du Trésor serviront à financer une partie de cette dette. Ça, c'est la première technique. Cette technique a été abandonnée et elle a été remplacée par une technique assez compliquée, c'est que l'État doit s'endetter sur ce qu'on appelle les marchés financiers. S'endetter sur les marchés financiers, ça signifie simplement que l'État doit négocier sa dette auprès des banques dites de second rang, c'est-à-dire maintenant quasiment toutes les banques privées. Donc on va demander de l'argent à des banques privées. Mais d'où vient l'argent de ces banques privées? C'est ça qui est intéressant, évidemment. Alors, les banques privées peuvent avoir de l'argent parce qu'elles ont un capital. Mais en règle générale, ça n'existe plus. Ça appartient au capitalisme de papa où le banquier prêtait encore un petit peu cet argent. Alors, ce qui est assez étrange dans le système qu'on a mis en place depuis plus de 30 ans, c'est que les banques de second rang s'endettent, elles, auprès de la Banque centrale. Et donc, par exemple, les banques comme la Société Générale, comme le Crédit Lyonnais, peuvent demander des liquidités à la Banque centrale européenne à un taux d'intérêt qui est extrêmement bas, entre 0 et 1%. Mais une fois qu'elles ont obtenu ces liquidités, elles peuvent les prêter à l'État à un taux qui peut osciller
entre 4,5% si on est un pays qui a une bonne réputation, comme l'Allemagne, un pays dont on croit qu'il a une bonne réputation, comme l'Allemagne. 4,7 si c'est un pays comme la France qui a un peu moins bonne réputation. Et puis 10% si c'est l'État grec. Donc, une banque qui va emprunter à 1% auprès de la Banque centrale, eh bien, elle reprêtera cet argent à un État qui est endetté. Mais l'État peut être lui-même endetté parce qu'il a prêté de l'argent aux banques. Donc l'État peut prêter de l'argent aux banques parce qu'elles sont en faillite, comme c'est le cas depuis 2008. Il faut se souvenir qu'en 2008, à peu près 90% des grandes banques du monde entier étaient en quasi-faillite. Donc l'État a prêté de l'argent à ces banques qui étaient en faillite et qui étaient menacées de disparaître. Et bien sûr, l'État s'endettait pour cela. Et maintenant, à qui il réclame de l'argent? Eh bien, il réclame de l'argent à ces banques qui, auparavant, étaient endettées. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une technique financière qui est proche du banditisme. Et vous voyez qu'on peut dire que ce chiffre, cette ligne rouge, elle représente un transfert de fonds publics vers le secteur privé. Donc, d'une manière constante et régulière, eh bien, il y a de l'argent public qui passe du côté du secteur privé. Alors, revenons un petit peu à notre dette publique. La dette publique est financée par le budget. Donc tous les ans, eh bien, on rembourse une tranche de nos emprunts. Donc nous sommes aujourd'hui à peu près à 1600 milliards d'euros de dette publique cumulée, c'est-à-dire l'État, plus les collectivités publiques, plus la sécurité sociale, ça représente à peu près 1600 milliards d'euros. Et face à cela, eh bien, le PIB de la France est aux alentours de 2000 milliards d'euros. Donc nous sommes endettés à hauteur de 82% de notre revenu. On a une dette qui est assez importante. Contrairement à ce qu'on dit, cette dette est pas si importante que ça. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont des dettes publiques plus importantes que la France, à commencer par l'Allemagne. L'Allemagne a à peu près presque 2 points de pourcentage de plus, presque à 84%. L'Allemagne, elle est extrêmement endettée. Alors, notre déficit public, bien sûr, c'est ce que nous n'arrivons pas à couvrir. Chaque année, nous avons un déficit à couvrir et il nous faut emprunter pour payer ce déficit. Alors, il faut comprendre que ce déficit vient de notre budget. C'est-à-dire que nous dépensons beaucoup trop par rapport à nos recettes. Alors pourquoi y a-t-il un décalage entre les recettes et les dépenses? Il y a d'abord 2 raisons. Première raison, c'est que la dette publique, le service de la dette publique, c'est-à-dire que tous les ans, nous devons rembourser une partie de notre dette publique. Notre dette publique, c'est un des tout premiers budgets de nos dépenses. Donc quand on fait le budget de l'État, il y a une ligne pour l'éducation, une ligne pour les dépenses militaires, pour la police, pour la justice, pour le chômage, pour tout ce que vous voulez. Puis il y a une ligne qui est réservée au remboursement de la dette. Il faut comprendre que maintenant, c'est le deuxième budget le plus important, juste derrière l'éducation nationale. Donc le poids de la dette publique qu'on rembourse tous les ans, ça représente à peu près 17% de la dépense publique. 17%, c'est évidemment énorme. Ça veut dire que si nous n'avions pas de dette publique à rembourser tous les ans, même avec la gestion calamiteuse de Sarkozy, eh bien, on aurait des excédents et l'État aurait les moyens, évidemment, d'investir dans l'école, dans la recherche, dans ce qu'on veut. Dans la culture, puisque notre ami Sarkozy tout à l'heure a dit que s'investir dans la culture, c'était pas très sérieux.
Donc, si je n'ai pas remboursé cette dette, eh bien, je m'en tire bien, j'ai un budget facilement à l'équilibre. Et vous voyez simplement sur ce graphique que les dépenses publiques, finalement, elles n'augmentent pas trop. Alors, je peux montrer un autre graphique qui va nous... Voilà, vous voyez ici, c'est le solde budgétaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste une fois que nous avons enlevé les dépenses et que nous avons fait la différence entre les dépenses et les recettes. Pardon. Et donc, vous voyez en vert, j'ai la ligne qui représente le solde budgétaire sans le remboursement de la dette. Et vous voyez que ce chiffre est presque tout le temps positif. Et en rouge, ce chiffre qui est presque tout le temps négatif, vous voyez que c'est le remboursement de la dette avec les intérêts. Vous voyez que là, c'est cette ligne rouge qui nous enfonce tous les ans, elle s'explique par le remboursement des intérêts. Alors vous notez que ce qui est très important de noter, c'est que nous regardions la ligne verte ou la ligne rouge, eh bien nous avons une irrégularité dans cette ligne-là. Et vous voyez que quand ça monte, eh bien, ça s'améliore. Et quand ça descend, vous voyez que ça se détériore. Alors, en règle générale, les fluctuations de la ligne verte ou de la ligne rouge s'expliquent principalement par la croissance économique. Donc, si la croissance économique est très faible, comme à partir de 1993, eh bien, le déficit budgétaire va augmenter, la dette publique va augmenter. Si au contraire nous avons une croissance rapide, comme ça a été le cas pendant les années Jospin, entre 1995 et 2002, eh bien, vous voyez que ça s'améliore. Ça s'améliore nettement, et c'est une des rares périodes où la dette publique a reculé. Alors, je raconte pas tout ça pour faire la réclame de M. Lionel Jospin, dont par ailleurs je n'approuve pas du tout les idées. Mais il faut reconnaître que le budget de l'État, dans cette période, a été mieux géré. Et une des raisons de cette meilleure gestion est que le partage de la richesse a été mieux orienté vers les classes les plus pauvres, vers les travailleurs. Et donc, la dépense, la consommation a tiré la croissance, a donné une impulsion à la croissance qui a permis d'avoir des recettes fiscales beaucoup plus abondantes et donc de rétablir un petit peu l'équilibre. Donc, là, on va retenir une première chose, c'est que dans le gonflement de la dette, nous avons trois mécanismes qui jouent. D'abord, premier mécanisme, évidemment, c'est ce qu'on appelle la monétisation de la dette, c'est-à-dire le financement de la dette auprès des marchés financiers. Ça, c'est le premier élément, c'est l'élément principal, l'élément qui nous tue. Le second élément, c'est les réformes fiscales qui sont favorables aux hauts revenus et aux grandes entreprises. Ces réformes fiscales, elles ont généré des pertes importantes de revenus un peu partout. Donc vous voyez ici que les impôts sur le revenu ont baissé, principalement sur les revenus les plus élevés, et les impôts sur les sociétés ont également baissé. Donc, qu'on prenne l'Europe à 27, l'Europe à 16, eh bien, nous voyons que la fiscalité a été orientée en défaveur des plus pauvres et en faveur des riches. Donc, premier élément, la monétisation de la dette par les marchés financiers. Deuxièmement, l'insuffisance de recettes fiscales dues aux allègements fiscaux. Le pire, c'est bien évidemment Sarkozy qui a fait ça avec la loi TEPA. Donc là, on s'est privé au pire moment, évidemment, de rentrées fiscales importantes.
Mais la tendance, elle était déjà là. La réforme de l'impôt qui allait vers une augmentation des inégalités sociales, elle a été largement entamée par Jacques Chirac, qui le faisait d'une manière beaucoup plus discrète et moins fanfaronne. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, évidemment, c'est l'absence de croissance. Si la croissance est très faible, vous avez des rentrées fiscales insuffisantes. Et comme nous avons traversé une tempête très forte, avec une récession économique extrêmement importante en 2008, 2009, 2010, et ça continue pour certains pays en 2011, ça continuera encore en 2012, eh bien, on a du mal à générer des recettes. Et donc la situation a tendance à s'aggraver. Alors, donc, vous voyez, nos 3 points importants, c'est la baisse de la fiscalité sur les hauts revenus et les entreprises. Deuxièmement, le financement des dettes publiques sur les marchés financiers. Et troisièmement, la croissance qui est très faible. Il faut savoir quand même que la croissance la plus faible depuis une dizaine d'années, c'est la zone euro. C'est-à-dire que la zone euro est la zone de croissance la plus faible du monde. Donc évidemment, plus cette croissance est faible, et moins nous avons de moyens. Alors, donc ça c'est les 3 points principaux. Alors, les solutions, évidemment, elles vont... Les solutions de sortie de cette situation difficile, parce que l'État est maintenant pieds et poings liés, donc chaque fois qu'on demande de l'argent à l'État, on dit il n'y en a plus parce qu'il faut rembourser la dette, c'est à cause de la dette, vous êtes marrant, on ne peut pas financer des associations, on ne peut pas financer l'éducation, on ne peut pas financer ça, parce que vous êtes obligé de faire plus avec moins, dans n'importe quel domaine. Donc c'est la chanson que nous chantons. Donc la première piste qu'on a essayé et qui nous mène plus que tout droit dans le mur, c'est l'austérité. Alors, vous voyez le cas de la Grèce, eh bien ça fait maintenant 2 ans qu'on fait à plein tuyau l'austérité dans ce pays. Donc l'austérité, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on va augmenter les impôts sur la consommation, donc on va augmenter la TVA de 2 points par exemple, la TVA qui est l'impôt le plus injuste qui soit, puisqu'il porte sur la consommation des plus pauvres. On va augmenter des impôts ici. Et là, on va diminuer les salaires des fonctionnaires. On va mettre un certain nombre de fonctionnaires même à la porte, à la rue. Et évidemment, tous ces plans d'austérité vont avoir un effet plus que négatif sur la croissance, puisque les gens qui voient leurs revenus diminuer de 30%, de 20% ou de 10%, eh bien ils vont consommer moins. Donc c'est le cas qui commence à se faire jour en France, puisque les salaires ont tendance à baisser plus légèrement qu'en Grèce, mais même les salaires des fonctionnaires ont commencé à baisser depuis le début de l'année 2011. Et évidemment, si les salaires ont tendance à diminuer, même légèrement, et que l'inflation augmente, que la hausse des prix continue, eh bien nous avons un problème de pouvoir d'achat, et nous consommons moins, même si nous avons des revenus convenables. On va faire plus attention, on va consommer moins. Si on consomme moins, eh bien il y a des entreprises qui vont faire faillite, et puis ces entreprises, elles vont mettre un certain nombre de travailleurs au chômage, et on va continuer comme ça. Donc ça fait 2 ans qu'on fait ça en Grèce. Hein. On fait ça en Grèce depuis 2 ans, et on voit que ça va continuer. C'est programmé pour continuer en 2012, en 2013, même si les Grecs commencent à être pas contents, à manifester dans la rue, à se battre avec la police ou à pendre 1 ou 2 banquiers. Alors, donc ça c'est la question de l'austérité. Donc ça veut dire on va diminuer les dépenses de l'État, on va sabrer dans les dépenses, on va vendre, on va privatiser les services publics, les propriétés de l'État, en quelque sorte, les autoroutes, les chemins de fer, la poste, peut-être un jour l'Élysée, etc. On va privatiser ça pour essayer
de faire rentrer de l'argent. Et on se rend compte que chaque fois qu'on fait des plans d'austérité, eh bien, l'argent qui rentre est toujours insuffisant pour éponger les dettes. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, bon d'accord, les Grecs, les Français, les Espagnols, qui on veut, ils vont se serrer la ceinture 2-3 ans, et après tout repartira, parce qu'on n'aura plus de dettes, l'économie repartira. Mais le problème, c'est que plus on fait du plan d'austérité, et plus la dette se creuse, parce que on n'a pas le temps de rattraper de combler le trou, que le trou c'est encore comblé faute justement de croissance, à cause de l'effondrement de la croissance, à cause du nombre de gens qui partent au chômage, etc. Donc, ce plan est maintenant assez contesté, et même les bureaucrates de l'Union européenne, qui sont particulièrement obtus et corrompus, se rendent compte que cette solution, elle n'est pas tout à fait adéquate, car c'est sûr que la croissance va mourir. Et bien sûr, si la croissance décline encore, qu'il y a des mouvements sociaux, tout ça, c'est pas très bon pour la bureaucratie européenne, puisqu'après tout, on pourra leur demander à eux aussi de faire des mesures d'austérité et de se séparer de leurs dispendieux personnels. Alors, ça, cette solution, elle commence à être critiquée, même par le FMI. Donc le FMI dit, mais non, cette solution n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme solution? On n'en a pas 36 à notre disposition, mais on en a. La première solution qui commence à être avancée et qui commence à être mise en œuvre, c'est la monétisation de la dette, c'est-à-dire le rachat de la dette publique par la Banque centrale. Donc ça veut dire qu'on fait un pont par-dessus les têtes des banques de second rang et on s'adresse directement à la Banque centrale. Alors, dans les traités officiels, la Banque centrale européenne n'a absolument pas le droit de financer la dette de l'État, quel que soit cet État. C'est interdit, pour le raison très simple, c'est que ça enlèverait le pain de la bouche des banques de second rang. Donc ça les appauvrirait et ils auraient du mal à trouver de l'argent pour se payer des bonus. Donc évidemment, on va passer par-dessus la tête, comme cela, parce qu'on n'a plus d'autres solutions. C'est-à-dire que si la Banque centrale européenne ne rachète pas les dettes publiques, grecques, irlandaises, portugaises, demain espagnoles ou italiennes, c'est les Italiens qui sont en première ligne pour ce rachat, s'ils ne les rachètent pas, eh bien les banques vont proprement s'effondrer, parce que les banques mettent dans leurs actifs ces dettes moisies qu'elles détiennent sur les États qui, soi-disant, ont mal géré les revenus. Alors donc, une solution qui commence à être envisagée, c'est... Cette solution, elle porte plusieurs noms. D'abord, on pourrait l'appeler monétisation de la dette, c'est-à-dire on imprime du papier monnaie pour couvrir cette dette. Et c'est ce que fait la Banque centrale européenne, parce que quand elle rachète des obligations d'États grecs ou italiens, eh bien elle donne de la monnaie en contrepartie. Donc elle donne de la monnaie, cette monnaie va se retrouver dans le circuit pour alimenter l'économie chancelante dans laquelle nous vivons. C'est la première forme de monétisation. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle le défaut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pays disent ben, nous on ne peut pas payer. Donc, ou alors on ne peut payer que 50% ou que 40% ou que 20%. Et donc, c'est-à-dire que cette dette, elle va être dévalorisée. Alors c'est ce qui est en train de se passer pour la Grèce. Donc, le maladroit Juncker a dit hier que la dette grecque serait diminuée de 60%. Donc il a lâché cette idée absolument hétérodoxe, keynésienne presque pour tout dire, parce que ça veut dire que c'est cette solution qu'on envisage. Mais si on envisage cette solution, ça veut dire que l'inflation va repartir, évidemment. C'est-à-dire qu'il faudra augmenter les salaires, mais ça voudra dire aussi que les banques qui détenaient ces dettes, qu'elles soient grecques, portugaises ou autres, eh bien, elles vont
s'appauvrir. Donc c'est pour cette raison que vous pouvez vous attendre dans les jours qui viennent, à une chute spectaculaire de la bourse et des valeurs bancaires, sauf à imaginer qu'on aille nationaliser les banques. Alors nationaliser les banques, évidemment, c'est un gros mot. Quand on dit nationaliser les banques, comme dirait Copé, on est déjà un petit peu bolchevique. Hein. En vérité, c'est ce qu'on va commencer à faire doucement. Nationaliser les banques, ça veut dire qu'on va créer une structure financière destinée à racheter ces dettes publiques moisies et on va émettre de la monnaie en contrepartie, en espérant que malgré tout, la plupart des grandes banques de second rang survivront, ce qui n'est pas très certain. Hein? Alors, donc ça c'est la première solution. C'est une solution qui va être très difficile à mettre en œuvre, mais elle va se faire. Alors, en contrepartie, ce que je pense le plus probable, c'est que l'Union européenne va mettre en place ce système interdit par les traités. C'est interdit. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne, on devrait la mettre en prison, justement, pour avoir contourné ces traités. Donc, je pense que la Banque Centrale va faire ce travail, mais ils vont demander quelque chose en échange. Qu'est-ce que c'est que cet échange? Contre quoi va-t-on monétiser les dettes pourries? Eh bien, on va suivre, je pense, pendant un petit moment, jusqu'à ce que la situation se dégrade beaucoup plus, on va suivre pendant un petit moment la piste de Madame Angela Merkel, c'est-à-dire que nous allons aller vers ce qu'on appelle le fédéralisme budgétaire. Ça veut dire que dans l'Europe, dans la zone euro plutôt, puisque c'est la zone euro qui est surtout concernée par cette question, puisque la Banque Centrale Européenne ne s'occupe que de la zone euro, c'est-à-dire la moitié des pays qui sont dans l'Union Européenne. La Banque Centrale Européenne, par le biais d'Angela Merkel ou du prochain président français, quel qu'il soit, va commencer à avancer vers ce fédéralisme budgétaire. Fédéralisme budgétaire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on va donner des moyens financiers aux États pour qu'ils rééquilibrent leurs comptes peu à peu, mais on va mettre le nez dans la gestion de leurs dépenses. C'est-à-dire qu'il y aura une structure supranationale, une de plus, qui sera à Bruxelles ou à Francfort, peu importe, et qui viendra mettre le nez dans les dépenses de notre République. En disant, bon, ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut le faire, ça, vous avez le droit, etc. Donc, je pense qu'on va aller vers cette solution. En présentant ça, en disant, vous voyez, l'Europe se renforce, et patati, patata, et d'autres conneries du genre. Alors, ça, c'est le premier élément. Nous voyons que nous allons, d'une manière molle et lente, car l'Europe évolue toujours d'une manière molle et lente, même si elle va vers sa fin. C'est toujours comme ça. Hein, elle n'est pas capable de prendre des décisions sérieuses et... Hein, c'est une sorte de fascisme mou. Hein, c'est pas un fascisme qui... On tape du poing sur la table, mais c'est des lois, des machins. Hein. Et donc, on va aller vers ce fédéralisme budgétaire et on va monétiser doucement la dette publique. Donc, si on la monétisait tout de suite, on aurait des chances de pouvoir rattraper le coup en disant, bon, voilà, on a lu la dette de la Grèce, on nationalise les banques qui sont en faillite à cause de ces prêts imbéciles qu'elles ont fait à des États comme la Grèce ou le Portugal, et on repart à zéro. Donc, mais ça ne va pas aller comme ça. Donc, on va faire la monétisation sans remettre en question les banques de second rang. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et certainement qu'on priera le Seigneur pour que ça marche. Parce qu'il y a des doutes pour que ça marche, bien entendu. Alors, ça, c'est la première solution. Alors, il y a une deuxième solution, c'est de revenir à une fiscalité déjà plus équilibrée. Donc, on pourrait avoir une fiscalité plus équilibrée et donc revenir en arrière. Donc, ça voudrait dire augmenter la progressivité de l'impôt, car contrairement à ce qu'on vous raconte dans les journaux, la France est un pays
déficients en matière d'impôt sur le revenu. Les impôts de revenus sont un des plus faibles de l'Europe et probablement du monde, dans le monde développé, je veux dire. Alors, dans la France a un impôt sur le revenu qui est extrêmement faible. Alors, on réfléchit à la réforme fiscale. Cette réforme fiscale, qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, elle doit générer de nouvelles recettes et en même temps, elle doit instaurer un peu plus de justice sociale et essayer de lutter contre les inégalités. Donc, nous pensons que si on modifie l'impôt sur le revenu dans le sens de plus de justice, eh bien on fera un pas en avant à la fois pour rééquilibrer les comptes publics, même si ça sera pas suffisant, et en même temps pour relancer la machine économique. Pourquoi? Parce que si on allège l'imposition sur les plus pauvres, que ce soit pour la TVA ou pour l'impôt sur le revenu, sur les classes moyennes, etc., eh bien la consommation reprendra, bien évidemment. Alors, il y a à l'heure actuelle des plans. Alors, mon hypothèse, alors voilà, ça c'est le schéma. Ce que vous voyez, c'est le... Vous voyez que en haut, vous voyez qu'à partir d'un certain moment, à partir des 3% les plus riches, l'impôt global diminue. Donc plus vous êtes riche, à condition d'être dans cette partie de la population, eh bien, moins vous payez d'impôts. Et vous voyez donc qu'à partir d'un certain moment, vous ne payez plus beaucoup d'impôts, votre impôt n'augmente pas, mais en plus, quand vous êtes très riche, il diminue. Alors on a le cas spectaculaire que vous connaissez tous de Madame Bettencourt, qui bien, oui, Madame Bettencourt, que nous aimons beaucoup, qui bien que gâteuse, ne paie que 8% d'impôts sur le revenu. Ce qui est quand même assez difficile donc elle se trouve un petit peu dans cette... Alors, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Que l'impôt sur le revenu diminue quand on est très riche. Normalement, si vous êtes très riche, votre impôt sur le revenu diminue. C'est compensé un peu par l'impôt sur le capital, mais vous payez moins de TVA parce que, évidemment, quand vous êtes très riche, vous ne consommez pas tout votre revenu. Si vous êtes très pauvre, si par exemple vous êtes smigard et chargé de famille, il est probable que vous ne ferez pas d'épargne, donc vous consommerez tout, donc la TVA portera sur l'intégralité de vos revenus. Par contre, si vous êtes très riche, si par exemple vous gagnez plus de 100 000 € par mois, eh bien, évidemment, même en vous forçant, vous n'arriverez pas à prendre un peu de cocaïne, irez voir les filles de mauvaise vie, mais en même temps, vous n'arriverez pas à tout dépenser. Hein? Même les joueurs de football n'arrivent pas à dépenser tout leur vie. Et donc, évidemment, vous épargnerez. Et évidemment, cette épargne ne supporte pas d'impôt sur la consommation, évidemment. Et, etc. Donc, vous voyez que les impôts diminuent. Et bien sûr, c'est contraire à l'idée moderne de la progressivité de l'impôt qu'on a mis en place entre les deux guerres mondiales. En plus tu gagnes d'argent, et plus tu dois payer en pourcentage de ton revenu. Alors, cherche mon... Voilà. Alors ça, c'est les simulations d'un économiste sérieux, intéressant, M. Thomas Piketty, Je vais te tenir le micro. Oui, pardon. Non, je peux le tenir. Qui est très proche du Parti Socialiste. Et donc, il fait plusieurs simulations. Donc, il dit pour un revenu égal, pour des recettes qui ne changeraient pas pour l'État, eh bien, nous pouvons avoir tous ces systèmes d'imposition, et puis nous pouvons en avoir d'autres encore. Le premier système, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Ça veut dire que, vous soyez riche ou pas, vous payez toujours 10% ou 13%, etc. Donc il dit, c'est 13%. Tout le monde paye 13%.
pour ça. Parce qu'on considère qu'en gros, eh bien, l'impôt sur le revenu, surtout de la France, c'est 13%. Donc ça, c'est un impôt qui n'est pas progressif. Mais pour les libéraux, c'est l'impôt le plus juste, puisque tout le monde est logé exactement à la même enseigne. Et après tout, si vous êtes devenu très riche, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé, donc vous avez le droit à ne pas... Alors, l'impôt progressif, il a beaucoup de raisons. Il a une raison de justice sociale. Au fond, il faut compenser les malheureux qui n'ont pas beaucoup de revenus, donc on va les taxer moins, comme ça ils auront accès à des consommations qu'autrement ils ne pourraient pas effectuer. Il y a une deuxième raison économique, très importante, technique si je puis dire, c'est qu'on considère que si vous êtes très riche, c'est parce que vous avez plus que les autres utilisé les services de l'État, les infrastructures, etc. Et donc on dit, c'est normal que vous payiez un taux plus élevé parce que vous profitez de l'ensemble des services globaux de l'État mieux que les autres. Donc par exemple, évidemment, si vous avez fait de très bonnes études, vous avez plus de chances de gagner de l'argent que si vous êtes arrêté avant le bac, par exemple. Et donc, mais on considère qu'une partie de ces études a été payée par l'État, et donc c'est normal que vous remboursiez un petit peu de ce que l'État vous a reversé. Alors là, nous avons le barème de droite. Ce barème, c'est celui de Nicolas Sarkozy. On a un impôt qui est progressif, mais il s'arrête à 50%. C'est la fameuse idée du bouclier fiscal. Non, il s'arrête à 50%. La troisième simulation, c'est la proposition de Piketty, c'est probablement cette réforme qui sera présentée par François Hollande s'il est élu président de la République. Et celle-là, vous voyez qu'elle s'est efforcée de diminuer les impôts pour les deux classes les plus pauvres et d'augmenter surtout pour les plus riches. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Évidemment, un barème dit de gauche, vous voyez que là on taxe encore moins les plus pauvres, et puis on taxe encore plus les plus riches. Et puis on peut continuer comme ça, faire un barème dit ultra égalitaire. C'était à peu près le barème qu'il y avait aux États-Unis à l'époque d'Eisenhower, où l'impôt le plus élevé, le taux marginal d'imposition était monté jusqu'à 93% sur le revenu. Donc, évidemment, la façon dont nous adoptons cette réforme fiscale, elle dépend d'un rapport de force, mais aussi des idées que l'opinion se fait de l'utilité des impôts. Donc si nous avons l'idée que l'impôt c'est pas bon, que les fonctionnaires il faut tous les pendre, et c'est des feignants, machin, etc., eh bien on va dire finalement à quoi ça sert tous nos impôts, ça sert à rien, donc il vaut mieux ne pas laisser cet argent. Alors on peut dire aussi, pourquoi il ne faut pas taxer les riches, les pauvres riches? La semaine dernière, il y avait un article très intéressant dans The Economist, qui est le journal des riches, justement, mondialistes, ultralibéraux, qui trouvent que Cameron est un peu quand même à gauche, hein, il est un peu à gauche, et que Sarkozy flirte un petit peu avec le gauche. Donc ils ont dit, il y a un plan concerté pour s'en prendre aux riches. On voit Obama, d'ailleurs, qui a une couleur qui est assez mauvaise, et qui essaie de prendre de l'argent aux riches. Et puis Sarkozy aussi, vous voyez, il a essayé d'augmenter les impôts, il essaie d'éliminer les niches fiscales, et patati et patata. Et donc ils ont dit, mais pourquoi s'en prendre aux riches? Alors nous, on pourrait dire, oui, c'est parce que c'est pour la justice sociale, et puis c'est normal que les riches payent plus, et puis il y a tellement de malheureux, il faut bien les aider. Alors, quand on a une fiscalité ultra-libérale ou ultra-égalitaire, il y a des conséquences économiques importantes. Donc si j'ai un barème ultra-libéral, ça veut dire que je favorise l'épargne, l'investissement. Et donc,
Si je suis un économiste du côté de l'offre, je dis, ben oui, il faut faciliter la vie aux riches, parce que plus ils ont d'argent, plus ils investiront. Donc c'est la fable imbécile, genre les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Ça c'est ce qu'on racontait il y a une quarantaine d'années, M. Giscard d'Estaing. Les profits on les a vus, mais les investissements et puis les emplois ils n'ont pas suivi. Pourquoi les investissements et les emplois n'ont pas suivi? Parce qu'il n'y avait personne pour acheter les saloperies qu'on aurait pu produire avec des tels investissements. Alors, le problème, c'est que quand on a favorisé l'épargne et les profits, on a de l'argent oisif, on a de l'argent à plus savoir qu'en faire. Imaginez-vous qu'en 2008, le système financier a perdu 50 000 milliards de dollars, ce qui représente à peu près une année complète de production à l'échelle de la planète. Et pourtant, le système continue à tourner comme si de rien n'était. Donc on a de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Donc si j'ai beaucoup d'argent, supposons que j'ai des milliards, c'est beaucoup de milliards. Hein, je suis copain avec Bettencourt et puis qu'elle me fasse son légataire universel, j'aurai des milliards. Qu'est-ce que j'en fais de ces milliards? Je ne peux pas tous les manger, les consommer. Je vais m'acheter une jolie maison, 2 maisons, 2 voitures, 3 voitures, mais après il faut que je fasse quelque chose avec cet argent. Donc il faut que je l'investisse pour que cet argent ne perde pas de sa valeur et que peut-être même il me rapporte un petit peu d'argent. Alors je peux l'investir dans 2 secteurs. Soit je l'investis dans le secteur productif, l'industrie, l'agriculture, je produis des objets utiles. Et soit je l'investis sur le marché financier. Mais si les consommateurs sont défaillants, s'ils n'ont plus assez de monnaie pour acheter ce que je pourrais produire, des écrans plats ou des ordinateurs ou n'importe quoi, j'ai pas intérêt à investir là-dedans. Non, mon argent, je vais l'investir dans ce qui peut me rapporter à court terme, rapidement. Je vais investir dans la bourse, dans l'immobilier et dans la dette publique. Donc si j'investis là-dedans, eh ben c'est bien parce que ça va me rapporter, ça marche encore. La dette publique est encore un petit peu garantie par l'État. Non, je me dis, ben, si je place ma dette publique dans la dette, pardon, mon épargne dans la dette publique, eh bien, je risque de retrouver mes billes. C'est pour ça que même si la situation des États-Unis est complètement calamiteuse, si la dette publique est complètement explosée, eh bien, quand même, on place encore de l'argent aux États-Unis dans la dette publique parce qu'on se dit que quand même, l'oncle Sam est sérieux et que le dollar, ça vaut quelque chose. Et donc, peut-être je perdrai un peu, mais au moins, j'aurai une garantie. Mais investir dans l'industrie automobile aux États-Unis, c'est pas classe, c'est pas intéressant, c'est pas drôle. Et puis, le rendement est encore plus aléatoire que le rendement de la dette publique. Donc, vous voyez que si j'ai un excès d'épargne, je ne vais pas pouvoir investir dans l'industrie ou dans la production d'objets utiles qui nous permettraient d'améliorer notre confort. Et je vais plutôt investir dans les produits spéculatifs. Les produits spéculatifs, c'est la bourse, la dette de l'État, et puis l'immobilier aussi, qui devrait s'effondrer dans pas trop longtemps, évidemment. Si je vais vers un barème plus égalitaire, vous voyez qu'ici, en passant de 13 à 90%, je limite l'épargne. Et vous voyez que là, j'ai soulagé les classes les plus pauvres, donc les plus consommatrices, d'un impôt qu'elles vont forcément consommer. Parce que quand on est pauvre, eh bien, le surplus d'argent qu'on a, on le consomme presque immédiatement. Donc vous voyez que dans ce barème, on peut en faire encore d'autres. Hein. On peut imaginer ce qu'on veut. Hein. On a calculé ça avec des ordinateurs, mais on peut continuer autant qu'on veut. On peut dire, bon, trouver un comme ceci, comme cela. Vous voyez que quand je passe d'un barème à un autre, bien sûr, il y a une question idéologique. Là, je dis, ben, c'est mon argent, il n'y a pas de raison que l'État me le prenne, c'est ma propriété, l'État spoliateur, patati, patata, enfin vous connaissez tous la chanson. Mais, si je vais de ce côté, bien sûr, je dis, c'est plus égalitaire, c'est plus juste pour les pauvres qui souffrent, qui n'arrivent pas à se manger, à manger, qui veulent chercher à manger dans les poubelles, qu'on leur interdit même ça dans certaines villes, etc. Donc, on dit, voilà, je vais favoriser un peu les plus pauvres.
Mais vous voyez que du point de vue mécanique macroéconomique, c'est quelle est la bonne solution? Si je m'abstrais de la question de la propriété, si je m'abstrais de la question de la justice sociale, que je dois choisir entre ces deux-là, je dois choisir un impôt libéral, ultra-libéral ou ultra-égalitaire en fonction de la situation économique dans laquelle je suis. Donc si j'ai un défaut d'investissement, d'offres, d'épargne, eh bien je dois aller vers un impôt qui allège les hauts revenus, de façon à ce que ceux-ci investissent. Mais pour aller de ce côté, du côté de la droite, il faudrait que j'ai une consommation qui soit supérieure à la demande. Or, nous sommes dans le cas inverse. À l'instant, nous sommes de ce côté. C'est-à-dire que si je veux relancer l'économie, eh bien, je suis obligé de me demander qu'est-ce que c'est qui est défaillant, l'offre ou la demande. Et si c'est la demande qui est défaillante, eh bien, je suis obligé d'aller vers un impôt qui va de ce côté-là. Donc, vous voyez, pour terminer sur ce point, vous voyez que la dette publique, elle pose aussi la question du système d'imposition. Donc, il est à peu près certain qu'on va faire machine arrière du point de vue de l'impôt. Disons que pendant les 70, 80 dernières années, on a eu deux périodes. On a eu une période entre 1945 et 1975 à peu près, où nous avons un impôt plus progressif. Donc un impôt qui va plutôt de ce côté-là. Et nous avons cet impôt plus progressif aux États-Unis. C'est les États-Unis qui ont lancé cette mode. En France, bien entendu, même en Angleterre, où l'impôt le plus élevé a atteint 91%, quand même, etc. En Allemagne, etc. Alors on avait un impôt qui était plutôt dans ce sens-là. Alors, cet impôt, il avait plusieurs vertus. Il avait la vertu de soutenir finalement la consommation, de soutenir l'État comme boostant l'activité économique. Mais il avait une autre vertu, c'est qu'il limitait les inégalités de revenus. C'est-à-dire que pendant à peu près une quarantaine d'années, eh bien les 35 ans ou 40 ans, il faudrait revoir les chiffres de près, ça dépend un peu des pays, mais disons de l'immédiate après-guerre jusqu'à un petit peu après le premier choc pétrolier, eh bien, les inégalités de revenus n'avaient pas tendance à augmenter. Elles ont commencé à augmenter dans les années 80 avec les réformes de la fiscalité, mais aussi avec la réforme des marchés financiers où on a permis aux banques de second rang de créer autant de monnaie qu'elles en voulaient. Alors, vous voyez, donc notre seconde période, celle qui va de 1980 jusqu'à 1980, c'est l'année de l'élection de Ronald Reagan, mauvais acteur de série B, mais qui a fait la contre-révolution conservatrice, qui a bien mis la contre-révolution conservatrice. Il a tout fait pour que les marchés financiers explosent, ne soient plus contrôlés, et en même temps, il a assuré une réforme de l'impôt, évidemment, qui allait plutôt dans ce sens-là. Alors, ça c'est... Et puis, c'est à partir de là, évidemment, que notre dette publique a augmenté, a embelli toutes les années, évidemment, un peu plus. Alors, je voudrais terminer quand même en disant un mot. Beaucoup d'économistes connaissaient cette situation depuis très longtemps. Ça fait de trentaine d'années qu'on alerte les pouvoirs publics, les hommes politiques en disant ce système d'endettement, il va exploser complètement. Hein. Si vous voulez, je vous donnerai des noms de gens qui avaient prédit cette explosion et les difficultés pour nous qui vont avec, parce que qu'un banquier se suicide ou se pende, finalement, c'est pas tellement notre problème. Le problème, c'est que si les banques s'effondrent, eh ben, on va avoir des problèmes importants, parce qu'il y aura des faillites, parce qu'il y aura du chômage, parce qu'il y aura... etc. Donc ça sera un désordre extrêmement préoccupant. Donc, vous voyez,
donc, si vous voulez, l'équilibre du système financier, il est préoccupant pour nous. Donc, c'est que si le système financier s'effondre, et à mon avis, c'est bien avancé, on est au bord du gouffre, ben évidemment, on va en prendre plein la gueule, c'est certain. Hein, je veux dire, tout le monde va en prendre plein la gueule. Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable, parce qu'on pourrait dire, après tout, si ce système s'effondre, ben on en mettra un autre à la place, et peut-être que ça ne sera pas plus mal. Mais je ne sais pas. Donc oui, parce qu'on risque de se bloquer, à mon sens, face à l'effondrement économique complet, on risque de se bloquer un peu des régimes un peu autoritaires qui viendront nous donner du bâton. Alors, vous voyez, beaucoup d'économistes avaient prévu tout ce qui arrive, et des économistes éminents. Je peux vous donner des noms si ça vous intéresse, des économistes américains éminents qui avaient dit mais on court à la catastrophe. Même notre seul économiste qui a eu le prix Nobel d'économie français, le français Maurice Allais, prédisait que cette situation allait être complètement intenable. Mais maintenant, nous dit ça, mais donc nous devons évidemment trouver des solutions. Mais trouver des solutions, ça veut dire qu'on a la capacité de peser sur des institutions. Ça veut dire qu'on a la capacité d'orienter le système vers au minimum une réforme, ou alors qu'on pourrait dire que nous avons la capacité de dire à ceux qui nous gouvernent, eh bien, la volonté populaire voudrait que nous allions tout à fait dans un autre sens. Donc, vous voyez, la question, elle va devenir tout à fait politique dans les mois, dans les années qui viennent. Qu'est-ce que nous représentons pour arriver à faire changer ce système pourri vers quelque chose d'un peu plus acceptable, Voilà un petit peu ce que j'avais à vous raconter sur ce sujet. Donc maintenant, si vous voulez, si je n'ai pas été assez clair, quoique connaissant bien mon sujet, je me suis trouvé parfaitement clair, ben voilà, j'écoute vos questions et puis je vous répondrai du mieux que mes connaissances le peuvent. Je pense qu'on peut applaudir René Tauboul.